Abend. Guten Morgen, Mama. Avec l'effondrement du Troisième Reich, les femmes qui partageaient en leur vie et leurs idéaux avec les dirigeants nazis furent confrontées à un destin incertain et sombre. Ilse Hess, épouse de Rudolf Hess, vécut une existence marquée par l'isolement suite aux décisions radicales de son mari. Rudolf Hess, condamné à la réclusion à perpétuité lors du procès de Nuremberg, passa le reste de sa vie à la prison de Spandau, où il mourut en 1987. Pour Ilse, cela signifiait une séparation définitive, l'obligeant à supporter le poids de la solitude tout en comblant le vide laissé par son mari. Afin de préserver sa mémoire, Ilse écrivit le livre Rudolf Hess. Ich spreche die Wahrheit, dans lesquels elle affirmait son innocence et le décrivait comme un idéaliste incompris. Margaret Himmler, quant à elle, a incarné les valeurs du régime nazi. D'une personnalité sérieuse et pleine de convictions idéologiques, Margaret a embrassé avec ferveur les idées de supériorité raciale et a un jour déclaré fièrement « Ils avaient construit quelque chose que le monde n'oublierait jamais ». Bienvenue au Wartime Archive. Margaret Himmler, l'épouse fantôme du Reichsführer. En 1927, Heinrich Himmler rencontre Margaret Sigrott-Boden lors d'un voyage en train entre Munich et Berchtesgaden. Margaret, alors infirmière divorcée, incarne l'idéal arien selon les critères du régime grande, blonde, aux yeux bleus et protestante. Himmler, en revanche, est loin du modèle physique qu'il prône, c'est un homme mince et myope, qui souffre d'un profond manque d'assurance quant à son apparence. À 27 ans, sa santé fragile l'empêche de pratiquer une activité physique intense, ni de prendre de grands repas, ce qui accentue son mécontentement. Cherchant-on compenser ses incertitudes, il trouve du réconfort dans la discipline stricte et l'autorité que lui confère l'uniforme nazi. En matière d'amour, Himmler avait un parcours peu engageant et prônait publiquement l'abstinence sexuelle dans sa jeunesse. Cependant, avec le temps, il a regretté cette position et a révélé n'avoir eu sa première expérience intime qu'à 28 ans. Margaret, quant à elle, se distinguait par son assurance et sa beauté, qui la rendaient remarquable en toutes circonstances. Pour se rapprocher d'elle, Himmler commença à lui offrir des livres sur des sujets liés à ses obsessions, comme les francs-maçons et la prétendue conspiration juive mondiale. Ces idées trouvèrent un écho dans une Allemagne en proie aux préjugés et à la crise économique, captivant également l'attention de Margaret. Son engagement idéologique se manifesta lorsqu'il vendit ses parts dans la clinique où il travaillait, justifiant sa décision par une phrase teintée de préjugés. Un juif reste toujours juif en référence à sa compagne. Malgré sa timidité, Himmler persévéra dans ses tentatives de séduction. Il lui envoya des lettres romantiques, signées « Votre Landsknecht », un surnom évoquant les mercenaires allemands, féroces et solitaires, du Moyen-Âge. Margaret répondit par des messages pleins d'optimisme et de rêves partagés. Nous devons être heureux. Cependant, leur relation semblait davantage fondée sur une affection mutuelle que sur une passion débordante. Margaret, de 7 ans l'aînée d'Himmler, ne parvint jamais à s'intégrer dans la famille de son mari. La famille d'Himmler, profondément catholique, la critiquait pour ses origines protestantes, divorcée et prussienne. Sa nervosité et son embarras social ne firent qu'alimenter les préjugés à son égard. Même la mère d'Heinrich doutait que Margaret puisse nuire à la réputation de la famille. Malgré le refus de l'approbation, le couple se maria le 3 juillet 1928 à Berlin-Schöneberg. La famille Himmler était totalement absente de la cérémonie. Peu après, le 8 août 1929, naissait Gudrun Himmler,
qui devint le centre émotionnel de son père. Aux yeux bleus et au charme angélique, Gudrun, affectueusement surnommée Puppi, serait la seule enfant légitime de Heinrich Himmler, et celle à laquelle il voit une grande affection et une grande attention. Le prénom Gudrun n'était pas une simple coïncidence, mais un choix chargé d'une profonde symbolique. Himmler, fasciné par la littérature germanique dès son plus jeune âge, l'avait probablement choisi en hommage à la saga de Gudrun, une œuvre célébrant les vertus des femmes nordiques, idéalisée comme digne des plus grands sacrifices de la part des hommes. Cependant, après la naissance de Gudrun, Margaret ne conçut plus, ce qui poussa le couple à adopter un garçon, le fils d'un soldat assesse tombé au combat. Cependant, cet enfant ne trouva jamais l'affection dont il avait tant besoin dans sa nouvelle famille. Dans son journal, Margaret le décrivit comme un menteur, un voleur et un criminel, et il fut donc envoyé d'abord dans un pensionnat, puis dans une Napola, des écoles destinées à former l'élite du Reich. Gudrun, quant à elle, répondait parfaitement aux attentes de la famille. Sa mère la décrivait comme aimable et douce, et elle devint rapidement le centre de l'attention de Margaret, qui notait souvent dans son journal combien sa chère Puppi était merveilleuse. Pourtant, la dynamique familiale était loin d'être idyllique. En 1928, après des études d'agronomie à l'université de Munich, Himmler investit la dot de sa femme dans un élevage de poulets à Waltrudering, près de la ville. Lui et Margaret partageaient une vision romantique de la vie rurale. Cependant, le quotidien était beaucoup moins poétique, les poules pondaient à peine, les poussins mouraient fréquemment, et l'entreprise sombra rapidement dans la ruine. La gestion du chenil incombait presque entièrement à Margaret, qui passait également de longues heures seule à s'occuper de Gudrun. Himmler, absorbé par ses ambitions politiques, était rarement présent. La solitude et les difficultés financières commencèrent à peser sur Margaret, la rendant irascible et agressive. Finalement, en 1933, après avoir vendu la ferme, ils déménagèrent dans le centre de Munich. Himmler avait alors progressé au sein du parti, passant d'un homme considéré comme bon mais probablement incohérent par certains collègues à une figure clé à la tête de l'appareil policier du Reich. En 1936, il prit la tête de la police allemande, consolidant ainsi son pouvoir de Reichsführer-SS. Albert Speer le décrivit comme un mélange singulier d'instituteur et de fou aux idées extravagantes. Cette obsession pour la pureté raciale servit à Himmler à compenser nombre de ses propres insécurités. Durant ces années, la famille déménagea à Tegernsee, en Haute-Bavière, où Himmler acquit une maison en 1930. Cependant, les exigences liées à ses responsabilités au sein du parti ne cessèrent de croître. Sa présence à la maison devint de plus en plus sporadique, laissant Margaret et Gudrun seules dans un foyer où la figure paternelle s'estompa de plus en plus, jusqu'à devenir une absence palpable. Au fil du temps, Himmler adopta des vues plus libérales sur la sexualité, contrastant fortement avec les convictions abstentionnistes strictes de sa jeunesse. Bien que conscient que Margaret n'était pas responsable de son incapacité à lui donner davantage d'enfants, Himmler refusa d'accepter les limites de la monogamie, qu'il considérait comme une invention de l'Église catholique et une œuvre du diable à éliminer. Il fonda ses arguments sur une vision idéalisée de la préhistoire germanique, où un noble pouvait avoir plusieurs épouses pour assurer sa descendance. Himmler transposa ces idées à la SS, autorisant ses officiers à divorcer ou à vivre avec une seconde épouse en cas de difficulté conjugale. Il croyait fermement qu'un homme ne devait pas être limité à une seule partenaire toute sa vie, et considérait la polygamie comme une solution personnelle et collective. Plusieurs dirigeants nazis partageaient cette mentalité. Joseph Goebbels, par exemple, s'était mis d'accord avec sa femme sur le droit aux relations extra-conjugales, et Martin Bormann
adoptait un mode de vie où sa femme acceptait les maîtresses de son mari et élevait tous leurs enfants sous le même toit. Dans ce contexte, Himmler a promu des projets tels que les centres Lebensborn, fondés en 1930. Ces centres encourageaient la naissance de femmes aryennes, offrant un refuge aux mères célibataires tout en gardant leur statut secret. Afin de contrer le faible taux de natalité qui inquiétait le régime, Himmler a même envisagé de légaliser et d'encourager les naissances hors mariage. Parallèlement, il cherchait à lutter contre l'homosexualité en organisant des rencontres sociales pour adolescents, espérant que l'amour juvénile pourrait détourner les jeunes de ce qu'il considérait comme un danger. Dans un discours de 1937, il a déclaré que des activités telles que les cours de danse devraient offrir aux adolescents l'occasion de tomber amoureux, assurant ainsi leur développement normal. Malgré ses opinions libérales sur la sexualité et ses multiples responsabilités politiques, Himmler resta un père dévoué. Bien qu'il se soit séparé de Margaret en 1940, il ne divorça jamais officiellement par respect pour elle et pour préserver sa relation avec Gudrun, sa fille bien-aimée. Il entretenait une communication constante avec Puppi, comme il l'appelait souvent cette jeune fille angélique, à l'allure arienne, était sa fierté. Malgré ses déplacements incessants, Himmler tenait à être présent dans la vie de Gudrun, lui envoyant des photos, des lettres et l'appelant fréquemment. Malgré son emploi du temps chargé, il enregistrait chacune de ses conversations téléphoniques avec sa famille, témoignant d'une dévotion paternelle qui contrastait fortement avec son implication croissante dans les horreurs du régime national-socialiste. Lors de sa capture en 1945, Heinrich Himmler s'identifia clairement. « Je m'appelle Heinrich Himmler. » Peu après, il mourut subitement en détention britannique. Malgré des soins médicaux, il ne put être sauvé. Ainsi prit fin la vie de l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich. Pour Margaret Himmler, mai 1945 marqua un tournant radical dans sa vie. Jusque-là, elle avait été l'épouse de l'une des figures les plus influentes du régime nazi, protégée par les privilèges et le statut que cette position lui conférait. Cependant, avec la défaite du Troisième Reich, son monde s'écroula. Quelques mois plus tard, le 13 juillet de la même année, Margaret accepta d'être interviewée par Anne Stringer, correspondante de United Press. Au cours de l'entretien, elle admit être au courant des activités de son mari à la tête de la Gestapo. Non seulement elle exprima sa fierté à son égard, mais elle souligna qu'en Allemagne, une épouse ne serait jamais mise en cause pour les actes de son mari. Lorsque Stringer l'interrogea sur ses sentiments face aux événements récents, notamment la mort d'Himmler, Margaret réagit avec une froideur qui surprit le journaliste. Elle se contenta de joindre les mains et de hausser les épaules, affichant une indifférence troublante. Stringer décrivit Margaret comme une femme inexpressive, presque sans émotion, apparemment incapable d'assimiler l'impact humain et politique de la défaite du régime nazi et de la perte de son mari. Margaret et sa fille Gudrun restèrent détenues jusqu'en novembre 1946 au camp 77 pour femmes de Ludwigsburg, dans le cadre du processus de dénazification. Durant leur incarcération, on leur proposa une libération, cependant, Margaret refusa de partir. Elle prétendait être sans ressources, craindre un lynchage et ne savoir où aller. Elles finirent par trouver refuge auprès d'un pasteur nommé Bodelschwing, qui les accueillit dans un couvent-hospice protestant où elles furent enregistrées comme malades mentaux. Durant son séjour au couvent, les religieuses tentèrent d'interagir avec Gudrun, mais celle-ci resta distante et répéta sans cesse son désir de rester comme son père, insistant sur sa foi catholique. Bien qu'Himmler ait renoncé à l'Église à l'âge adulte, il priait souvent qu'avec sa fille chaque soir, une habitude qui laissa une profonde impression sur Gudrun.
Les religieuses remarquèrent que la jeune fille exprimait rarement ses émotions, elle ne versait ni larmes ni joie. Toutes deux restèrent au couvent jusqu'en 1952, date à laquelle elles décidèrent de partir, marquant ainsi le début d'un nouveau chapitre loin du refuge religieux, après les désastres de la guerre et ses liens avec l'un des principaux architectes du nazisme. La réinsertion dans la société allemande d'après-guerre fut un défi pour Margaret. Elle survivait principalement grâce à une modeste pension et au soutien d'anciens camarades SS. Elle choisit de rester discrète, évitant les apparitions publiques importantes et conservant une position ambiguë à l'égard du nazisme. Elle n'exprima aucun remords pour les actions du régime, ni pour celles de son mari. Le rôle exact de Margaret et son niveau de connaissance des crimes de guerre restant un sujet de débat parmi les historiens allemands. Peter Longerich soutient qu'elle ignorait probablement les secrets officiels détenus par Heinrich Himmler, mais souligne qu'elle partageait fortement les idéaux nationalistes et antisémites du régime. Jürgen Matthäus partage ce point de vue, ajoutant que Margaret bénéficiait pleinement des avantages économiques découlant du statut et de la position politique de son mari. Margaret Himmler est décédée à Munich le 25 août 1967, à l'âge de 73 ans. Elle a passé ces dernières années à essayer de rester anonyme, tout en luttant contre des problèmes cardiaques et le diabète, portant avec elle le poids du sombre héritage auquel elle était inexorablement liée. Henriette von Schirach, l'épouse du protecteur du Reich. Le sort d'Henriette von Schirach, épouse de Baldur von Schirach, constitue un cas particulier dans le contexte historique du nazisme. Bien qu'elle ne se soit jamais ouvertement opposée à Adolf Hitler, ni à la politique du régime nazi, elle était connue pour être l'une des rares femmes à avoir osé affronter le chef du Troisième Reich. Née le 3 février 1913, Henriette Hoffmann était la fille de Heinrich Hoffmann, le photographe personnel d'Hitler. Dès son plus jeune âge, elle fut immergée dans le cercle intime des principaux dirigeants nazis, sa famille fréquentant régulièrement des réunions où Hitler lui-même était un invité régulier. C'est dans cet environnement qu'elle grandit et forgea ses relations avec les principaux dirigeants du parti. En 1932, à seulement 19 ans, elle épousa Baldur von Schirach, un membre ambitieux du mouvement national-socialiste jouissant d'une influence considérable au sein du régime. Ce mariage emblématique fut célébré en présence d'Hitler dans l'un de ses appartements privés. Habitué à une vie de luxe et de privilèges, le couple incarnait l'idéal que le parti cherchait à projeter. Ensemble, ils eurent nos 4 enfants et s'établirent comme des figures influentes au sein du national-socialisme et de la société allemande. Henriette devint par la suite secrétaire d'Hitler, tandis que Baldur dirigeait les jeunesses du Reich et occupa plus tard le poste de Gauleiter à Vienne. Le tournant dans la vie d'Henriette eut lieu en 1943. Lors d'un séjour à Amsterdam, elle fut témoin de la déportation brutale des Juifs, un spectacle qui la choqua profondément. Convaincue que sa position privilégiée lui permettrait d'influencer Hitler, elle décida de l'affronter directement pour lui exprimer son indignation et exiger de la retenue. Cependant, cette confrontation eut des conséquences désastreuses. Lors d'une conversation tendue à la résidence de vacances du Berghof, Hitler réagit avec mépris. « C'est la dernière chose dont j'ai besoin de la sentimentalité envers ces femmes juives. » Après cet incident, les liens entre les von Schirach et Hitler furent complètement rompus. Après la chute du régime nazi, Baldur von Schirach fut jugé à Nuremberg pour crimes contre l'humanité et condamné à 20 ans de prison. Durant cette période, Henriette subit les ravages habituels chez les épouses d'anciens dirigeants nazis, perte de privilèges financiers, confiscation de biens et le fardeau indélébile d'un nom de famille associé aux atrocités du Troisième Reich.
Elle passa également un an internée dans un camp de prisonniers où elle fut contrainte d'accomplir des tâches humiliantes, comme elle le raconta plus tard dans ses mémoires. En 1949, alors que Baldur purgeait encore sa peine à Spandau, Henriette décida de divorcer et, des années plus tard, se remaria. Malgré cela, elle continua de se battre pour récupérer certaines œuvres d'art confisquées sous le régime, dont certaines provenaient des biens de Juifs déportés. En 1958, elle demanda même au Premier ministre britannique Selwyn Lloyd une réduction de peine de son ex-mari, arguant que Baldur n'était pas un criminel, mais un idéaliste naïf, dont la bonté l'avait conduit à un engagement politique malhonnête. Cependant, sa demande fut rejetée. Henriette a exprimé ses expériences et ses points de vue dans 3 ouvrages. Le prix de la gloire, 1956, Anecdotes sur Hitler, 1980, et Femmes autour d'Hitler, 1983. Ces publications cherchaient à humaniser Hitler, le décrivant même comme un Autrichien accueillant, ce qui a suscité le rejet des historiens et du public. Son absence de remords pour les actions du régime et sa position ambiguë ont jeté une ombre sur son héritage. Henriette von Schirach est décédée le 18 janvier 1992. Bien que sa vie ait été marquée par certains épisodes d'opposition au nazisme, elle n'a condamné ni son mari ni Hitler pour leur rôle majeur dans les crimes du Troisième Reich. Son nom restera dans l'histoire comme un nouvel exemple controversé de ceux qui sont restés visiblement insensibles à l'horreur de la Shoah, incapables d'assumer pleinement leurs responsabilités ou de se repentir de leur participation ou de leur complicité avec le régime. Ilse Hess, à l'ombre de l'idéologue du Reich, elle fut une épouse profondément fidèle à son mari, même dans les moments les plus difficiles, et une fervente défenseur du national-socialisme. Née à Hanovre en 1900 sous le nom d'Ilse Pröll, elle grandit dans une famille aux idées conservatrices et nationalistes profondément ancrées, un environnement qui influença profondément sa future orientation politique. En 1920, alors qu'elle étudiait l'économie à l'université de Munich, elle rencontra Rudolf Hess, qui deviendrait plus tard l'adjoint d'Adolf Hitler au sein du parti nazi. Leurs affinités idéologiques les unirent rapidement et ils entamèrent une relation amoureuse. Ayant rejoint très tôt le parti nazi et le cercle intime d'Hitler, ils se marièrent vers la fin de 1927 lors d'une cérémonie mêlant aspects personnels et une forte dimension politique et idéologique. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Rudolf gagna en importance au sein du régime nazi, profitant des avantages liés à sa proximité avec le dirigeant. Grâce à la confiance qu'Hitler lui accordait, il fut nommé adjoint en 1933, poste qu'il occupa jusqu'en 1941. Durant ces années, le couple vécut dans une luxueuse résidence munichoise, attenante aux résidences d'autres membres haut placés du régime nazi. Ils y organisaient de fréquentes réunions mondaines avec d'autres familles influentes. En 1937, leur fils, Wolf Rüdiger Hess, naquit Hitler, lui servit de parrain. Malgré ses liens étroits avec l'élite dirigeante, Ilse ne chercha jamais à se démarquer parmi les épouses de nazis, ni à rivaliser avec des personnalités comme Magda Goebbels ou Emmy Göring. Elle resta discrète jusqu'en 1941. Lorsque la situation prit un tournant décisif, Rudolf fut accusé de trahison après avoir entrepris une fuite risquée et non autorisée vers le Royaume-Uni dans l'intention de négocier la paix. Les Britanniques l'emprisonnèrent et Hitler le destitua et le méprisa publiquement. Du coup, Ilse se retrouva seule et se consacra à réhabiliter le nom et la position de son mari au sein de la direction nazie. À la chute du Troisième Reich, Rudolf fut condamné à la réclusion à perpétuité lors du procès de Nuremberg. Dépossédé de ses biens après l'effondrement du régime, Ilse mena une campagne acharnée pour sa libération.
Durant les dernières années du régime nazi, elle avait déjà été contrainte de défendre son mari devant ses anciens alliés après la guerre. Elle continua à se battre pour sa cause, malgré l'isolement politique et social. Après son arrestation et son internement au camp d'Augsbourg-Göggingen, elle fut libérée en mars 1948. Dès lors, elle s'efforça d'obtenir la libération de Rudolf par tous les moyens possibles. Elle envoya des lettres aux dirigeants internationaux, fit appel à d'anciens camarades du parti et contacta des personnalités politiques allemandes de l'après-guerre. Elle accorda également des interviews dans lesquelles elle réitéra son absence de remords pour les crimes du régime, ce qui fit d'elle une figure marquante du mouvement néo-nazi. Au cours des décennies suivantes, elle s'est imposée comme une écrivaine engagée dans le nationalisme, publiant au moins 4 ouvrages. Parmi ses œuvres figurent Angleterre, Nuremberg, Spandau. Un Schicksal en bref, publié par la maison d'édition nationaliste Drüffel Verlag, où elle persiste à défendre les idées hitlériennes et présente une vision admirative de Hitler. Rudolf Hess n'a pas purgé la totalité de sa peine, se suicidant en 1987 alors qu'il était incarcéré à la prison de Spandau. Il s'est décédé 8 ans plus tard, en 1995, à l'âge de 95 ans, sans jamais avoir renoncé à sa mission de réhabiliter le nom et la mémoire de son mari. Margaret Speer, la femme dans l'ombre de l'architecte du Troisième Reich, Margaret Speer était l'épouse d'Albert Speer, figure emblématique du régime nazi, connu pour avoir été l'architecte du Troisième Reich et directeur du ministère de l'Armement et de la production d'armes pendant la Seconde Guerre mondiale. Margaret Weber, de son vrai nom, naquit le 8 septembre 1905 à Heidelberg, fille d'un artisan prospère. Malgré ses origines modestes, elle rencontra Albert Speer en 1922, mais sa famille rejeta d'abord cette relation, la considérant comme socialement inférieure. Ils se marièrent néanmoins en août 1928, un mariage auquel la plupart des Speer refusèrent d'assister. Margaret ne rendit visite à sa belle famille que bien plus tard, une fois leur relation plus solide. Le couple eut 6 enfants, mais leur union fut loin d'être idéale. Albert se consacra entièrement à sa carrière au sein du régime nazi, où il devint une figure essentielle, non seulement comme architecte, mais aussi comme proche d'Adolf Hitler. Pendant ce temps, Margaret s'efforça de rester à l'écart de la politique, se consacrant à l'éducation de leurs enfants et assumant le rôle attendu d'une épouse modèle dans ce contexte. Cependant, l'impact du rôle clé d'Albert dans la machine de guerre nazie, responsable de la production massive d'armes, était impossible à ignorer, et Margaret était consciente des crimes associés au régime. Avec l'effondrement du Troisième Reich en 1945, sa vie prit un tournant radical. Lors du procès de Nuremberg, Margaret fut interrogée, tandis qu'Albert Speer se présentait au monde comme l'un des rares nazis repentis. Il œuvra à construire le mythe du bon nazi, affirmant ignorer nombre des crimes du régime et se contenter d'accomplir ses devoirs au sein de l'administration. Margaret resta à ses côtés tout au long de cette reconstitution narrative, faisant preuve d'une loyauté indéfectible, même lorsque les circonstances changèrent radicalement. Après sa condamnation, Albert passa 20 ans à la prison de Spandau. Durant cette période, Margaret perdit tout bien, patrimoine et stabilité financière. Malgré cela, elle élevait seule ses 6 enfants, presque sans ressources, malgré le soutien ponctuel d'anciens membres du parti nazi. Lorsqu'Albert fut enfin libéré, ses relations familiales étaient déjà irréparables. Il maintenait à peine le contact avec ses enfants et ne parvenait pas à renouer le lien avec Margaret. Au cours des années suivantes, Albert continua de consolider son image publique de bon nazi. Il fit l'objet de nombreuses interviews, collabora avec des historiens et apparut dans des émissions de télévision. Cependant, sa vie prit fin brutalement en 1981
après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral lors d'une démission à Londres. Il y mourut le 1er septembre, accompagné d'une autre Allemande, avec laquelle il avait entamé une relation alors qu'il vivait dans la capitale britannique. Bien qu'il n'ait jamais officiellement divorcé, son mariage avec Margaret était déjà émotionnellement brisé bien avant. Elle resta discrète après la mort d'Albert et vécut jusqu'à 82 ans. Elle fut enterrée dans le tombeau familial à Heidelberg, fidèle jusqu'à la fin à la mémoire de son mari et infatigable défenseur de son héritage. Annelies von Ribbentrop, l'épouse de l'émissaire d'Hitler. Anna Elisabeth Henkel, épouse de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères sous le nazisme de 1938 à 1945, est née à Wiesbaden le 21 janvier 1896. Issu d'une famille aristocratique liée à la production de champagne, il a amassé une immense fortune dans ce secteur. Son père, Otto Henkel, propriétaire de l'entreprise Henkel Co. Sect Kellerei a permis à Anna de grandir dans le luxe et un milieu social très influent. C'est dans ce contexte qu'elle rencontre Joachim lors d'un match de tennis. Il avait alors le grade de premier lieutenant et avait participé à une mission basée à Constantinople. Le couple se marie le 5 juillet 1920 à Wiesbaden. Ils s'installent à Berlin-Dahlem et ont 5 enfants. Leur résidence devient un lieu de rencontre pour les dirigeants nazis à partir de 1932, suite à l'adhésion de Joachim au parti. Impressionné par l'éloquence et le charisme d'Adolf Hitler, Joachim rejoignit officiellement le NSDAP en mai de la même année, une démarche qu'Annelies ne tarda pas à suivre. Le rôle de Joachim dans l'accession définitive d'Hitler au pouvoir s'avéra stratégique. Il mit à profit ses relations pour faciliter des négociations cruciales entre le chancelier Franz von Papen et Hitler en 1931 et 1932, période cruciale de la transition de la République de Weimar au Troisième Reich. Les rencontres privées qu'il organisa avec sa famille jouèrent un rôle crucial, lui valant la reconnaissance d'Hitler et des nominations ultérieures comme diplomate et ministre des Affaires étrangères. Dans ce contexte, Annelies bénéficiait des privilèges du régime richesse, prestige social, voyages à l'étranger avec son mari et possibilité de recevoir des personnalités politiques et diplomatiques à sa résidence. Cependant, elle partageait également les idéologies du parti et son implication dans la dynamique du régime. Le rôle joué par Joachim von Ribbentrop lui valut d'être condamné à mort par le tribunal de Nuremberg en 1946. Durant son incarcération, Annelies lui rendit fréquemment visite et témoigna pour sa défense. Après son exécution, le 16 octobre de la même année, la vie d'Annelies changea radicalement. Elle se retrouva dans une situation précaire, défavorisée économiquement, isolée socialement, et son nom de famille était marqué par les crimes du nazisme. Dans une première tentative de fuite vers la Rhénanie, elle fut arrêtée et internée au camp d'internement de Dachau. Malgré les difficultés, Annelies s'est consacrée à la diffusion des écrits posthumes de son mari et a même publié un livre sur les causes de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'elle n'ait jamais défendu publiquement les actions du régime ni les décisions de Joachim ou d'Hitler, elle est restée fidèle tout au long du procès. Consciente de la stigmatisation attachée à son nom, elle a ensuite tenté de vivre dans un relatif anonymat pour protéger ses enfants. Grâce à son éducation privilégiée et à son milieu aisé, elle a réussi à récupérer une partie de son héritage familial et à mener une vie moins austère que d'autres épouses liées au nazisme. Il est décédé le 5 octobre 1973, à l'âge de 77 ans. Pour le reste de sa vie, il a porté le fardeau historique associé au nom de von Ribbentrop, ne montrant aucun remords pour les convictions idéologiques qu'il avait pendant cette période sombre de l'histoire. Gerda Bormann.
la femme derrière la confidente du Führer, Gerda Buck, épouse de l'un des dirigeants nazis les plus influents et secrétaire personnel d'Adolf Hitler, a suivi un parcours qui l'a mené, de modèle maternel pour le régime, à une fin tragique dans les années d'après-guerre. Née le 23 octobre 1909 à Constance, Gerda a grandi dans un environnement profondément influencé par les idées du Parti national-socialiste, inculquées par son père, Walter Bock, un cadre éminent du parti depuis les années 1920. C'est lors de rencontres avec son père que Martin Bormann, le futur mari de Gerda, la rencontra très jeune. À l'époque, Bock dirigeait la commission d'enquête et de conciliation, chargée de régler les conflits internes au parti, et recevait fréquemment la visite d'éminentes personnalités nazies, dont Adolf Hitler. À 19 ans, Gerda épousa Bormann lors d'une cérémonie parrainée par le Führer lui-même et Rudolf Hess. Au cours des 12 années suivantes, le couple eut 10 enfants, en parfaite adéquation avec les principes nazis qui prônaient la procréation des Allemands aryens et vénéraient le rôle des femmes comme élément clé du régime en tant que mère. Gerda non seulement incarnait ces idéaux, mais était une fervente défenseur du national-socialisme. Elle soutenait ouvertement son mari et partageait pleinement sa vision et ses actions politiques. Sa loyauté allait jusqu'à tolérer publiquement la liaison extra-conjugale de Bormann avec l'actrice Manja Behrens. De plus, elle soutenait des initiatives telles que la création d'une communauté reproductive nordique conforme aux normes raciales aryennes prônées par le régime. Avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler, Martin gravit rapidement les échelons de la hiérarchie nazie, devenant le secrétaire personnel du Führer après l'expulsion de Rudolf Hess en 1941. Pendant cette période, Gerda vécut entourée de luxe et de privilèges à Oversalzberg, tout en soutenant son mari dans sa carrière politique montante. Cependant, la chute du Troisième Reich marqua un tournant radical dans sa vie. Avec la disparition de Martin Bormann après la fin de la guerre, Gerda fut identifiée comme l'épouse de l'un des nazis les plus recherchés et internés dans divers centres. Elle perdit toute sa position sociale, ses ressources financières et toute trace d'influence. Bien qu'elle fût finalement libérée en 1946, elle ne parvint pas à surmonter les difficultés de sa réinsertion dans une société qui la stigmatisait pour son passé et le poids de l'héritage criminel de son mari. Elle s'installa en Italie avec ses enfants, mais fut confrontée à la pauvreté et à l'isolement social. Sa situation fut aggravée par la maladie après avoir reçu un diagnostic de cancer. Elle mourut le 23 mars 1946 à Merano, laissant ses 10 enfants orphelins. Les parcours des épouses de dirigeants nazis ont considérablement varié après l'effondrement du régime. Malgré des destins divers, elles partageaient en toutes la stigmatisation et les conséquences sociales liées à leur union avec des dirigeants impliqués dans des crimes de guerre. Elles sont rapidement passées du luxe à la pauvreté et ont dû choisir entre se repentir du passé ou se battre pour la rédemption de leur mari. Certaines sont restées fidèles au nazisme jusqu'au bout, tandis que d'autres ont choisi de prendre un nouveau départ dans l'anonymat. Emmy Göring, la première dame du Reich. Pour diverses raisons, Emmy Sorneman incarnait l'idéal de l'épouse nazie selon les critères et les attentes du régime. Son rôle l'a placée parmi le trio qui, pendant des années, se disputa le titre symbolique de première dame du Troisième Reich aux côtés de Magda Goebbels et Eva Braun. Née à Hambourg en 1893, Emmy grandit dans une famille aisée qui possédait une chocolaterie. Grâce à son talent et à sa silhouette imposante, Emmy entame une brillante carrière d'actrice à l'âge de 20 ans, apparaissant dans de nombreux films muets et pièces de théâtre qui lui valent un succès considérable. En 1916, elle épouse l'acteur Karl Köstlin, mais leur divorce 10 ans plus tard marque le début d'un changement radical dans sa vie. C'est à cette époque qu'elle rencontre Hermann Göring.
l'un des principaux dirigeants du parti nazi et commandant en chef de la Luftwaffe. En 1934, alors que Göring était président du Reichstag, Emmy reçut le titre d'actrice d'État prussienne. L'année suivante, ils se marièrent lors d'un événement public qui devint un véritable spectacle médiatique. Adolf Hitler fut témoin, tandis que des avions de chasse survolaient le pays et qu'un défilé de 30 000 soldats accompagnait la cérémonie qui se termina à la chancellerie du Reich. Un ambassadeur britannique aurait déclaré lors de cet événement que l'Allemagne semblait avoir restauré la monarchie. Épouse d'un haut dignitaire nazi, Emmy remplit consciencieusement le rôle qui lui était assigné. Elle organisa avec enthousiasme des réunions mondaines pour l'élite du parti, soutint publiquement les décisions de son mari et du Führer, et donna naissance à son unique enfant, Hedda, en 1938. Hermann Göring déclara même que les femmes allemandes devaient simplement prendre une casserole, une pelle, un balai et épouser un homme. Et Emmy non seulement s'est montrée à la hauteur de ses idéaux, mais les a également exaltés, soutenant inconditionnellement le régime. Elle recevait souvent dans son manoir des personnalités internationales telles que le duc de Windsor, Charles Lindbergh, le prince Paul de Yougoslavie, le prince héritier de Suède Gustave Adolphe et le roi Georges de Grèce. Cette notoriété éveilla la suspicion des épouses influentes du régime nazi. Ces tensions avec Eva Braun conduisirent Hitler à intervenir personnellement, exigeant d'Emmy qu'elle témoigne du respect à Braun ou menaçant de lui interdire de revenir au Berghof. Durant les années nazies, Emmy et son mari menèrent une vie opulente, financée par des pillages systématiques, notamment par le pillage des œuvres d'art appartenant à des familles juives déportées. Leur déclin commença après la fin du régime. En 1946, alors qu'il risquait son exécution à l'issue du procès de Nuremberg, Hermann Göring se suicida en ingérant du cyanure. Emmy et sa fille Hedda furent arrêtées et emprisonnées par les Alliés, où elles furent soumises au mauvais traitement des gardes. À leur libération, elles se retrouvèrent démunies après la confiscation de tous leurs biens, dont une collection de tableaux s'estimait à plus de 3,6 milliards de dollars actuels. Emmy perdit également sa fabuleuse garde-robe, considérée comme la plus vaste d'Europe, ne laissant derrière elle que 2 robes. En 1947, un tribunal de dénazification la condamna aux travaux forcés en raison de son engagement actif auprès du parti nazi. Elle s'installa ensuite dans un petit appartement à Munich, où elle vécut pendant quelques années, confrontée à l'isolement social et aux difficultés de réinsertion dans la société allemande. Privée de luxe et d'influence, Emmy passa ses journées à se débattre avec le poids de son passé. Bien que ses apparitions dans les médias aient été limitées, elle n'a jamais exprimé de regrets et a toujours défendu son mari jusqu'à la fin de sa vie. Dans une interview de 1951, elle a affirmé être apolitique pendant la période nazie et a affirmé qu'Hermann avait toujours agi avec de bonnes intentions. En 1967, elle publia un livre dans lequel elle défendait avec plus de force son ex-mari, intitulé « An der Seite meines Mann », traduit par « Göring, mon mari ». Dans cet ouvrage, elle réaffirmait son indépendance politique et décrivait Hermann comme un mari et un père exemplaires. Elle suggérait également que le sort de l'Allemagne aurait été plus favorable si son mari avait pris le pouvoir à la place d'Hitler, qu'elle décrivait comme un handicapé mental. Emmy est décédée le 8 juin 1973, à l'âge de 80 ans. Bien qu'elle ne soit pas devenue une fervente partisane du nazisme dans la période d'après-guerre, elle n'a montré aucun remords pour ses actes ou ceux de son mari. Magda Goebbels, la muse tragique du Troisième Reich. Pendant 13 ans, Eva Braun resta aux côtés du Führer, sans toutefois atteindre la notoriété publique dont jouit Magda Goebbels,
considérée comme la véritable première dame du national-socialisme. Née le 11 novembre 1901 à Berlin, Magda était de la fille d'Auguste Beyrend, une domestique, et probablement de l'ingénieur Oskar Richtl, qui épousa Auguste, mais ne donna pas son nom de famille à la jeune fille. Après son divorce avec Günther Kant en 1929, Magda commença à fréquenter le club nordique, une institution fondée en 1909 qui prônait la supériorité nordique et sympathisait ouvertement avec le nazisme à l'époque. Ses liens avec le parti nazi s'intensifièrent lorsqu'elle assista à un rassemblement de Goebbels au Palais des Sports. Peu après, elle adhéra au parti et, grâce à son entourage, fut bien accueillie, s'impliquant profondément dès le début. En 1930, elle fut nommée secrétaire de Goebbels. Les journaux intimes de Goebbels et les témoignages de ses contemporains révèlent qu'ils tombèrent rapidement amoureux. Si Magda était aveuglément adorée par Joseph Goebbels, son enthousiasme pour Adolf Hitler était encore plus grand, ils développèrent une relation étroite et elle entra dans son cercle restreint d'amies féminines. Le Führer dit d'elle : « Cette femme pourrait jouer un rôle important dans ma vie, même si je ne l'épouse pas. Elle pourrait être l'opposé féminin de mes instincts masculins. » En décembre 1931, moins d'un an et demi après le rassemblement au Palais des Sports, Magda répondit aux supplications de Goebbels en l'épousant. Curieusement, le mariage eut lieu dans la propriété familiale Kant à Séverin. Cependant, sa véritable fascination ne résidait pas dans Goebbels, mais dans Hitler, qu'elle admirait presque follement. Le Führer fut même son témoin lors du mariage du 19 décembre 1931. Magda rejoignit le cercle intime du dirigeant nazi, et sa relation avec Hitler devint un complément platonique à celle qu'elle entretenait avec Goebbels. Tous trois formèrent un trio au sein duquel Magda joua le rôle de muse du Führer et de compagne de son adjoint. Après leur mariage, les Goebbels s'installèrent dans une luxueuse demeure de la Reichskanzlerplatz, qui devint le centre des fêtes et des rassemblements de la société berlinoise et le quartier général opérationnel du dirigeant du Troisième Reich. Au cours des années suivantes, le couple eut 6 enfants, dont les prénoms commençaient par la lettre H, en hommage à leurs dirigeants adorés Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig et Heidrun. Magda a été la première femme à recevoir la Croix d'honneur des mères allemandes, une distinction qui a fait d'elle un modèle pour les mères allemandes. La relation personnelle entre Magda et Hitler demeure entourée de spéculations et de mystères. Certains affirment même qu'il s'agissait d'une relation amoureuse. Un jour, Magda a avoué à la cinéaste du régime, Leni Riefenstahl, « J'aime aussi mon mari, mais mon amour pour Hitler est plus fort pour lui. Je serai prête à quitter ce monde. » Cependant, au-delà de ce commentaire intime adressé à Riefenstahl, aucune preuve concrète ne permet d'affirmer une telle relation. Compte tenu du magnétisme et du pouvoir qu'Hitler a réussi à accumuler, il est assez facile d'imaginer que n'importe quelle femme influente du Troisième Reich ait pu être liée à lui dans des rumeurs similaires. Durant les mois précédant son arrivée au pouvoir, Hitler séjourna longuement à Berlin. La famille Goebbels l'accueillit à bras ouverts dans sa résidence du quartier huppé de la Reichskanzlerplatz. Magda, qui avait laissé derrière elle sa vie de bourgeoise riche et décadente, devint l'archétype de la ménagère nationale-socialiste. Chaque jour, elle préparait elle-même les repas d'Hitler et les livrait à l'hôtel où il résidait pendant ses fonctions de candidat à la chancellerie. Le soir, l'élite du parti nazi se réunissait chez les Goebbels, où se prenaient les décisions cruciales. Des personnalités qui allaient devenir tristement célèbres au sein du régime national-socialiste passèrent messe par cette maison Hermann Göring, Ernst Röhm et l'impitoyable Heinrich Himmler.
alors seulement chef de la SS, encore insignifiante. Tous appréciaient l'hospitalité de Magda, ses plats et ses conversations. Les réunions sur la Reichskanzlerplatz duraient souvent jusqu'au petit matin. C'est là que les dirigeants les plus influents du mouvement nazi élaboraient leurs plans pour détruire les vestiges de la République de Weimar et préparer l'avènement du futur régime. Le 30 janvier 1933, ces plans aboutirent avec succès lorsque Hitler fut chargé de former un gouvernement, marquant ainsi le lancement officiel de l'Allemagne comme État national socialiste. Les Goebbels étaient en première ligne pour savourer ce triomphe. Joseph, membre du parti depuis ses débuts les plus militants, rêvait de diriger le ministère de l'Éducation et de la Culture pour concrétiser ses utopies propagandistes. Cependant, Hitler lui offrit un poste bien plus adapté à ses talents, le tout nouveau ministère de l'Information et de la Propagande, quasiment taillé sur mesure. Ayant assumé leurs nouvelles fonctions de personnalités importantes du régime, les Goebbels s'installèrent dans une demeure digne de leur position, la résidence du prince Léopold. Peu après, les autorités locales leur offrirent une autre propriété sur les rives du lac Bogen à Lanck, un complexe prussien que Magda transforma en une luxueuse propriété composée de 5 bâtiments. L'un d'eux comptait 21 pièces équipées de technologies innovantes pour l'époque, comme la climatisation et des stores électriques, des détails révélant le luxe extrême dans lequel il vivait. Malgré le nouveau statut de sa famille, Joseph Goebbels n'autorisa pas Magda à accéder à tous les espaces sous son contrôle. Le ministre ordonna la construction d'un château privé, réservé exclusivement à son usage personnel. Il le décora de rouge profond et l'utilisa comme bureau, ainsi que comme lieu occasionnel de rencontre avec ses amantes. Ces extravagances n'étaient pas l'apanage des dirigeants du régime nazi, elles représentaient une facette fréquente du pouvoir tant convoité par ceux qui gouvernaient durant cette période sombre de l'histoire allemande. Cependant, la vie du couple le plus célèbre d'Allemagne ne fut pas entièrement idyllique. À un moment donné, une liaison extra-conjugale entre Goebbels et une jeune actrice tchèque de seulement 22 ans fut révélée, laissant une profonde empreinte sur Magda. Bien qu'elle-même ait eu ses propres indiscrétions amoureuses, cet événement la toucha profondément. Convaincue de la solidité de sa relation avec le Führer, Magda décida de lui demander l'autorisation de divorcer, sans anticiper les répercussions politiques et sociales d'une telle demande. Un divorce aurait généré un énorme scandale, entachant l'image publique que le régime nazi cherchait à projeter et ternissant particulièrement la réputation du ministre de la Propagande. Hitler, ferme dans son refus, répondit par un non catégorique. Cette décision claire et définitive stupéfia Magda, qui comprit soudain qui contrôlait véritablement sa vie et le destin de l'Allemagne. Tandis qu'Hitler consacrait tous ses efforts à transformer l'Allemagne en un empire invincible destiné à durer 1000 ans, il évita le mariage presque jusqu'à la fin de sa vie. Magda, quant à elle, trouva dans cette dynamique une occasion de briller rivalisant avec la compagne du Führer. Elle réussit à s'imposer comme la première dame du régime grâce à son talent et à son influence. Elle était assidue aux événements et célébrations du parti nazi, tout en répondant aux attentes de sa mère de nombreux enfants. Le 22 avril 1945, alors que les troupes soviétiques encerclaient Berlin, les Goebbels demandèrent à Hitler la permission de l'accompagner au bunker. En signe de reconnaissance pour sa loyauté inconditionnelle, Hitler offrit à Magda l'insigne doré du parti qu'il portait au revers de sa veste. Ce geste marqua l'apogée de sa carrière et, par la même occasion, le prélude à une fin tragique. Le 28 avril, confinée dans sa chambre du bunker, Magda écrivit à son fils Harald, qui servait dans la Luftwaffe. « Notre magnifique idée s'effondre, et avec elle tout ce que j'ai connu de beau, d'admirable, de noble et de bon. Le monde qui suivra le Führer et le national-socialisme
ne vaut pas la peine d'être vécu, c'est pourquoi j'ai amené ces enfants. » 2 jours plus tard, Hitler se suicida, mettant ainsi fin à sa vie, à son régime atroce et à une guerre mondiale qu'il avait lui-même déclenchée. Peu après, Magda affronta sa fin tragique. Avec une froideur implacable, elle entra dans une pièce avec ses 6 enfants. Elle leur administra des somnifères, puis des injections mortelles. Un à un, ils sombrèrent dans un sommeil éternel. L'aîné avait 12 ans, le plus jeune n'avait pas encore 5 ans. Quelques heures plus tard, Goebbels s'apprêtait à la suivre dans la mort. Vêtu avec un calme délibéré et ajustant soigneusement sa casquette kaki, il sortit du bunker avec quelques gardes. Suivant des ordres stricts, après leur suicide, leur corps devait être incinéré pour éviter qu'ils ne tombent aux mains des Soviétiques comme de macabres trophées. Il choisit le tir. Magda opta pour le cyanure. Ainsi vint la fin. Magda Goebbels, née Berend, adoptif Friedländer et Rietschel, et laissant derrière elle son nom de famille quand cessa d'exister. Lorsque les soldats soviétiques découvrirent ses restes calcinés, ils furent provisoirement enterrés dans les jardins du quartier général du KGB à Magdebourg. Quelques 25 ans plus tard, ils furent exhumés et finalement réduits en cendres, dispersés dans l'Elbe. Même dans ses pires cauchemars, Magda n'aurait pu imaginer une issue aussi sombre et définitive.